Aujourd'hui, donc, nous avons décidé de parler de la responsabilité civile et pénale du chef d'entreprise en cas d'accident du travail, parce que comme vous l'avez remarqué, c'est un sujet qui est d'actualité en permanence, et plus que jamais d'actualité, parce que avec euh, la crise sur la retraite et sur la réforme sur l'allongement du temps du travail, eh bien, on s'est dit, c'est bien beau d'allonger le temps du travail, mais il faudra peut-être améliorer le bien-être sur le lieu du travail. Le bien-être revient donc à toutes ces questions de santé, et qui dit santé dit se prémunir contre les accidents de travail, qui sont un événement, un phénomène coûteux aussi bien pour les victimes que pour les entreprises. Alors pour animer cette formation, eh bien, je serai accompagné de mon confrère Yann Bougenot, qui est associé du cabinet Oren Avocat. Cabinet Oren Avocat, donc, est un cabinet spécialiste en droit du travail et qui est partenaire du réseau Saxlo, dont fait également partie Cinétique Avocat. Alors Yann Bougenot a une triple particularité et une triple expertise, c'est qu'il est spécialiste en droit du travail, spécialiste en accident du travail et spécialiste en maladies professionnelles. Alors, tout d'abord, le plan, hein, ça se déroulera en deux parties. D'abord sur les enjeux découlant d'un accident du travail avec son aspect civil et son aspect pénal. Et dans un deuxième temps, eh bien, les moyens de prévention pour lutter contre ces accidents du travail et éviter toutes les conséquences graves en découlant. Alors, quelques chiffres qui illustrent un petit peu la situation des accidents du travail. Alors, vous l'apercevez sur les slides, mais on déplore 1 million de déclarations d'accidents du travail faites en ligne par les employeurs. En moyenne nationale, donc, c'est 31 accidents du travail pour 1000 salariés, c'est 89 000 accidents sur le trajet domicile-travail, c'est 654 accidents mortels annuels. Dans le secteur BTP, qui est le secteur qui souffre le plus d'accidents du travail, on note 56 accidents du travail pour 1000 salariés. Alors, vous l'imaginez, donc les conséquences d'un accident du travail sont désastreuses, tant humainement pour les victimes et leurs familles, mais elles sont aussi, elles ont des conséquences financières, notamment pour l'État, et également, et plus particulièrement, ce qui nous intéresse, pour l'entreprise. C'est un coût, nous l'avons l'abordé. Également, ça génère la désorganisation au sein de l'entreprise. Et puis, notamment, dans le secteur du BTP, eh bien, ça génère des retards sur le chantier, donc avec toutes les conséquences induites sur l'aspect financier. Alors, comme je l'ai dit en introduction, la santé au travail est devenue un enjeu majeur pour notre société. Nous vivons aujourd'hui dans un environnement social qui n'accepte plus les atteintes, les accidents ni les atteintes à la vie. Aujourd'hui, vous l'avez compris, une valeur grandissante donnée à la santé physique et mentale. Autant il y a encore un siècle, eh bien, on faisait peu de cas des accidents du travail. Aujourd'hui, eh bien, effectivement, on veut ardemment lutter contre ce phénomène. Alors, aujourd'hui, euh, on attire l'attention de l'employeur sur les accidents au travail, et on le voit à travers les juridictions, et notamment en matière pénale. Eh bien, on n'hésite pas à poursuivre les chefs d'entreprise qui sont catalogués comme de véritables délinquants lorsqu'il y a un accident du travail qui survient dans le cadre de l'entreprise. Et aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, on constate des sanctions qui sont de plus en plus lourdes et qui conduisent même parfois à des peines de prison ferme. On veut aujourd'hui attirer et convaincre les dirigeants que la prévention des risques est plus que jamais primordiale, et c'est une source d'économie. Alors avant d'aborder donc les moyens de prévention, eh bien donc nous allons aborder donc les enjeux découlant d'un accident du travail, les enjeux tant sur l'aspect civil que pour l'aspect pénal. S'agissant du premier point, donc sur les enjeux civils, eh bien je laisse la parole à mon confrère Yann Bougenot. Bonjour à tous. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir faire un balayage rapide de tous les enjeux, alors dans ce qui me concerne sur le plan civil, c'est-à-dire tous les coûts qui seront induits
pour l'entreprise par la conséquence d'un accident du travail. Le choix du support a été de se concentrer sur les accidents de travail et on a mis de côté les maladies professionnelles, alors qu'il y a aussi des enjeux qui sont forts, hein, mais c'est l'angle d'attaque, c'est vraiment les accidents de travail et la prévention des accidents de travail dans un second temps, parce que les enjeux sont finalement assez peu connus par les entreprises et pourtant en payent les conséquences. J'ai divisé les enjeux civils en deux parties. Les premières parties, c'est les conséquences financières que j'ai qualifiées de directes, c'est-à-dire que eh bien, l'entreprise va devoir payer un coût suite à un accident du travail, et ce, quelle que soit la responsabilité du chef d'entreprise. À partir du moment où il y a un accident du travail, il y a des coûts que je vais vous présenter. Et ensuite, une deuxième partie, ce que j'appelle les conséquences financières indemnitaires, c'est lorsque le salarié va faire un procès à son employeur suite à un accident de travail et les conséquences que cela peut engendrer. Alors sur les conséquences financières directes, eh bien c'est toute la partie sur la tarification des entreprises. Il faut savoir qu'un accident donc, du travail qui est reconnu par la CPM va entraîner une augmentation de la tarification de la cotisation accident du travail maladie professionnelle de la société. Inévitablement, on ne peut pas y échapper. Pour une fois, même si l'employeur n'est pas particulièrement responsable, particulièrement fautif, disons, de l'accident du travail. Il y a un accident du travail, il doit en payer les conséquences. Alors, sauf vraiment des cas extrêmement rares de tiers responsables, par exemple, avec un salarié, enfin, une personne qui est totalement étrangère à l'entreprise, qui vient dans l'entreprise pour eh bien, se battre avec un salarié. Dans ce cas-là, si c'est complètement déconnecté, ce sera à la charge entièrement de la CPM et ce ne sera pas répercuté sur l'entreprise. On a aussi mis de côté toute la partie sur la procédure devant la CPM, hein, qui ne fait pas l'objet du support aujourd'hui, donc tout ce qui a suivi de la déclaration d'accident du travail jusqu'à la reconnaissance de l'accident du travail par la CPM. C'est vraiment un sujet très particulier. Là, c'est vraiment les conséquences. Donc, comme on a indiqué, les conséquences sont vraiment automatiques pour l'employeur en matière de tarification. Alors, comment fonctionne la tarification? Très rapidement. Chaque entreprise a une cotisation accident du travail maladie professionnelle. Et ensuite, c'est chaque établissement de l'entreprise qui va avoir un taux particulier. Le taux est déterminé en fonction de la taille de l'entreprise, de l'activité de l'établissement et de la sinistralité donc de l'établissement. Les taux sont divisés en trois parties. Vous avez, alors là, on revient à l'échelle de l'entreprise pour déterminer si on a un taux collectif, mixte ou individuel. Le nombre de salariés de l'entreprise, pas de l'établissement. Si on a plus de 20 salariés, si on a moins de 20 salariés, c'est un taux collectif. Donc l'accident du travail reconnu n'aura pas d'incidence particulière. Sauf que désormais, à partir de 2024, le législateur a décidé qu'il y aurait des bonus-malus, même pour les entreprises en taux collectif. C'est-à-dire que c'est un taux collectif qui est déterminé en fonction de l'activité principale de l'entreprise et qui est invariable. Un taux mixte, enfin un taux individuel, pardon, ce sera plus simple dans ce sens-là, un taux individuel à partir de 150 salariés, l'entreprise a un taux spécifique qui lui est propre, en fonction donc de son activité et de sa sinistralité. Et entre les deux, eh bien, on a un taux mixte. On va mettre une partie de taux collectif et mixer avec une partie de taux individuel. Si on est proche de 20 salariés, on a beaucoup de taux collectif, un petit peu de taux individuel. Si on est proche de 149 salariés, on a beaucoup de taux individuel, un tout petit peu de taux collectif. Simplement les exemples qu'on voulait vous présenter, pour vous montrer les enjeux pour les entreprises. Là, c'est ce qu'on appelle le tableau des coûts moyens. Ce tableau va permettre de déterminer en partie, ça c'est le coût pour la CPM d'un accident du travail. Quand vous avez un accident du travail, dans la première colonne, enfin, dans la deuxième colonne, pardon, sans arrêt de travail, que vous faites de la métallurgie, eh bien, ça coûte à la CPM en moyenne 324 euros. Quand ça dure plus de 150 jours, c'est 38 614 euros. Et après, vous avez la partie catégorie d'incapacité permanente. À partir du moment où il y a un taux d'incapacité qui est alloué aux salariés, eh bien, si c'est moins de 10%, ça coûte 2214 euros à la CPM. Si c'est plus de 40%, c'est 676 816 euros pour la CPM. Ces taux la CPM va essayer de les répercuter à l'employeur. L'idée simplement de cette formation, c'est de montrer que les enjeux peuvent être extrêmement importants. Et je parle déjà un petit peu, je spoil un petit peu le sujet, mais l'idée, ça va être d'indiquer surtout que engager des fonds dans la prévention, ça va finalement être plutôt bénéfique parce que les économies engendrées peuvent être colossales.
Alors, j'ai simplement repris un exemple pour une entreprise, mais on va aller très vite, parce qu'il y a un calcul qui est assez complexe à faire pour déterminer le taux et ce que coûte à l'entreprise un accident du travail. Mais j'ai pris un exemple pour une entreprise, vous pouvez retrouver le support dans la CTN métallurgie, avec plusieurs arrêts de travail, ce qu'on appelle IT, c'est les arrêts de travail, et IP, c'est les incapacités permanentes. Quand on met 1, c'est la première colonne, quand on met 6, c'est la sixième colonne. Donc c'est assez facile de retrouver les taux. Et en fait, simplement pour montrer à l'employeur que quand on a déterminé son taux de cotisation, on a un taux brut, puis ensuite on a un taux net, qui va dépendre de la masse salariale. Donc la cotisation, quand on a un taux net de 7,41%, bah, c'est 7,41% de la masse salariale. Ça fait une cotisation de 296 000 euros par an. En abaissant un tout petit peu le taux, c'est-à-dire que je conteste simplement un taux d'IPP qui est à 25% et on me permet d'obtenir un abaissement à 19%, c'est 103 000 euros d'économiser par an pour l'entreprise. Donc vraiment important de bien suivre euh, les, euh, les procédures, de bien suivre les notifications de taux d'IPP pour éventuellement, le cas échéant, les contester. Et les économies en jeu sont considérables. Alors, juste, Yann, si je peux me permettre, j'ai juste une petite question. Parce qu'aujourd'hui on en parle beaucoup, sur le burn-out. Mm. Quand un salarié est victime d'un burn-out, parce que c'est l'accumulation de difficultés au sein de l'entreprise, est-ce qu'on est en présence uniquement d'une maladie professionnelle ou également d'un accident de travail avec toutes les Alors, conséquences générées sur le coût? c'est une question qui entraîne des réponses assez complexes en réalité, parce que effectivement, le burn-out, c'est une maladie. Parce que ce qui différencie une maladie d'un accident, c'est qu'un accident, c'est un fait soudain, comme une maladie qui est d'apparition lente. Le burn-out, c'est d'apparition lente. Ceci étant, c'est une maladie qui est très complexe à faire reconnaître parce qu'elle n'est pas dans le tableau des maladies professionnelles de la CPM, qui est dans le Code de la sécurité sociale. Et donc, la procédure, sans rentrer dans les détails, est beaucoup plus complexe. Ce qui fait que, généralement, les salariés, qui sont bien conseillés, essayent de faire reconnaître un accident de travail. C'est-à-dire qu'il y a un élément qui est déclencheur, un appel de supérieur hiérarchique, même pas forcément désagréable, mais qui va annoncer une mauvaise nouvelle, par exemple. Eh bien, le salarié va s'effondrer sur sur son temps et lieu de travail, et donc va pouvoir demander à l'employeur de faire une déclaration d'accident de travail. Et éventuellement, de le faire reconnaître par ce biais-là. Alors, c'est pas toujours gagné non plus d'avance, mais c'est vrai que on est vraiment sur un terrain mixte entre la maladie professionnelle et l'accident de travail. S'il insiste vraiment sur son passif qui passait avant le fameux coup de fil, on va plutôt dire, la CPM va plutôt l'orienter sur une maladie professionnelle. Mais si en revanche il dit que ça se passait plutôt globalement bien, mais qu'il s'est effondré à ce moment-là, ben, on ira plutôt sur le terrain de l'accident de travail. Mais le burn-out en tant que tel, qui n'est pas vraiment une maladie, parce que c'est plutôt les conséquences du burn-out qui sont des maladies, type dépression, ce sera plutôt une maladie professionnelle. Merci. Alors, une fois qu'on a abordé la question de la tarification, donc les conséquences financières directes, vous avez un accident, vous avez des coûts qui sont engendrés nécessairement par cet accident de travail, eh bien vous avez également des conséquences financières indemnitaires. Alors, le plus connu d'entre elles, hein, la faute inexcusable. La faute inexcusable, alors sans pareil rentrer dans les détails, hein, la faute inexcusable, eh bien c'est tout manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur a tenu envers son salarié, et le manquement caractérisé lorsque le suite n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de la survenance d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, alors même qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé. Donc en gros, vous avez des dangers au sein de l'entreprise et vous les laissez, voilà, en toute connaissance de cause, ou parce que vous n'avez pas suffisamment connaissance même des dangers de l'entreprise, le salarié se blesse à un accident du travail, il pourra solliciter, saisir le tribunal judiciaire pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Pourquoi est-ce qu'il fera ça? Parce que eh bien, le salarié est très mal indemnisé en cas d'accident du travail. Simplement un maintien de salaire et, le cas échéant, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente après consolidation. Il n'est pas indemnisé de tous les préjudices connexes. Euh, Ça peut être la mise en conformité d'un logement quand on a des difficultés, acheter une voiture avec une boîte automatique parce qu'on n'arrive plus à passer les vitesses. Mais tout ça n'est pas indemnisé. Donc le salarié qui veut être indemnisé doit faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
qui fait que forcément, eh bien, les juridictions ont plutôt tendance à reconnaître plus facilement les fautes inexcusables, sachant que le salarié, s'il avait eu un accident de la route, par exemple, aurait été très bien indemnisé, sans aucune difficulté, mais si c'est dans le cadre de son travail, ben, il est moins bien indemnisé. Donc c'est quand même effectivement assez choquant sur le principe. Après, c'est l'application des textes. Et donc le salarié doit aller devant la CPM, en phase de conciliation, puis devant le tribunal judiciaire pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et obtenir un dédommagement supplémentaire et une augmentation de sa rente ou de son capital s'il a un taux d'incapacité permanente. Et tout ça, évidemment, sera répercuté sur l'employeur, qui devra, in fine, payer l'intégralité des sommes versées aux salariés. Il y a un mécanisme qui fait que c'est la CPM qui verse les sommes, puis ensuite c'est l'employeur qui rembourse. Mais ça peut avoir des enjeux financiers très importants. Vous avez également très rapidement des incidents sur le contrat de travail parce que l'employeur est tenu donc à une obligation de sécurité. On aurait peut-être dû commencer par là, qui pèse sur l'employeur, l'obligation de sécurité dans le code du travail, qui comprend également la prévention dans l'entreprise. C'est extrêmement important de mettre en place des actions de prévention. On verra dans la seconde partie. Et le salarié donc peut saisir le conseil de prud'homme pour faire reconnaître un manquement à l'obligation de sécurité et obtenir un dédommagement qui pourra ou non se cumuler avec les dédommagements qu'il pourra obtenir dans le cadre de la reconnaissance de faute inexcusable. Tout ça est à analyser avec détail. Et un dernier exemple de conséquences financières en cas d'accident de travail, c'est le licenciement pour inaptitude. Vous avez un salarié qui est victime d'un accident du travail, qui va être déclaré inapte ensuite à son poste de travail, qui va donc devoir faire l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Eh bien, dans ce cadre-là, si l'inaptitude est ce qu'on appelle d'origine professionnelle, c'est-à-dire accident du travail ou maladie professionnelle, eh bien, le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement, qui est une indemnité légale doublée, et au paiement de son préavis, ce à quoi il n'aurait pas pu prétendre s'il n'avait pas été inapte suite à un accident de travail. Et alors les sommes en jeu peuvent être importantes. Une indemnité de licenciement pour un salarié qui a un salaire de référence assez important et qui a beaucoup d'ancienneté, doublement, ça va coûter cher, plus souvent 3 mois de préavis. Donc les enjeux sont également importants sur ce plan-là. Voilà très rapidement brossé. J'imagine qu'il y a aussi peut y avoir aussi des dommages et intérêts à la charge de l'employeur en cas d'inaptitude au tort de ce dernier. Exactement, en fait, effectivement, ça reviendrait un petit peu à ce que j'ai précisé dans la slide précédente sur l'obligation de sécurité. Effectivement, tout peut se lier. Vous avez un salarié qui est victime d'un accident du travail, qui va être déclaré inapte et qui va indiquer qu'ainsi il est inapte, c'est à cause de cet accident de travail et parce que son employeur a manqué grièvement à son obligation de sécurité. Dans ce cas-là, il pourra obtenir une indemnisation extrêmement importante, en plus, évidemment, de ce qui est décrit dans le cadre de l'indemnité spéciale de licenciement et du paiement du préavis. Alors vous l'avez compris, donc sur un aspect civil, un accident du travail donc a un coût direct pour l'entreprise et également un coût indirect en cas d'action du salarié. Mais outre donc cet aspect civil, et plus grave encore, donc un accident du travail peut avoir des conséquences pénales à la charge au détriment de l'employeur. Vous avez beau, vous, employeur, être bienveillant, vous pensez avoir pris toutes les dispositions pour vous prémunir contre les accidents de travail. Vous n'êtes pas à l'abri d'un accident de travail, d'autant plus que l'employeur ne peut pas être partout. Il ne peut pas être en permanence sur un chantier, dans l'usine, à surveiller ses collaborateurs. Et donc, il peut arriver, malheureusement, un accident du travail. Et d'autant plus lorsque cet accident du travail a des conséquences graves sur la santé du collaborateur, eh bien, des poursuites pénales peuvent être diligentées. Alors, là, je vous parle généralement quand on est en présence d'enquêtes pénales consécutivement à accident du travail, donc ce sont pour les accidents du travail qui sont généralement particulièrement graves. Systématiquement, quand vous avez un accident grave sur le lieu de travail, eh bien, la police donc va se présenter sur le lieu de travail. La police, les services de police ou de gendarmerie vont également prévenir l'inspection du travail. À partir de là, il y aura une enquête
qui va être diligenté et qui donnera lieu à l'établissement de procès-verbaux, d'un ou deux procès-verbaux établis par l'inspection du travail ou alors par la police qui vient, à la suite de son rapport, le transmettre au parquet, comme vous l'avez bien compris. C'est le procureur de la République, lui seul, qui a l'initiative des poursuites pénales et qui va, en fonction donc de la gravité des faits et d'éventuellement fautes qui sera retenue à la charge de l'employeur, eh bien, décider de poursuivre le chef d'entreprise devant une juridiction pénale. Donc à partir de là, comme on l'a vu tout à l'heure par l'entremise de Yann, donc il y a des conséquences financières pour l'entreprise, donc c'est pas anodin et ça peut avoir des conséquences lourdes, mais là c'est encore plus grave parce que le chef d'entreprise devient délinquant. Donc il est poursuivi devant un tribunal correctionnel ou devant un tribunal de police selon l'infraction qui lui est reprochée. Alors, là, ce qu'on vous conseille, c'est à partir du moment où vous êtes en présence d'un accident du travail qui a des conséquences graves sur la santé du salarié, et si vous êtes en présence d'une enquête de police, euh, immédiatement, faites-vous assister. Faites-vous assister parce que vous êtes en présence d'une enquête initiée par le procureur de la République. L'enquête qui est à charge et à décharge, quoi qu'il en soit, sera dans la plupart du temps à charge contre l'employeur. On va chercher quand même les manquements qui vont permettre de le poursuivre devant une juridiction pénale. À partir de là, eh bien, il est indispensable que l'employeur soit assisté parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas dans le cadre d'une enquête pénale, parce qu'après, tout ce qui est dit, eh ben, c'est consigné, et après, ça pourra se retourner contre l'employeur dans le cadre d'une audience correctionnelle, parce que quand la machine judiciaire est en route, eh bien, c'est quand même une broyeuse. Donc, il est indispensable, à partir de là, et préventivement, de se prémunir en étant utilement assisté. Alors, Sachant que je me permets de préciser que du coup, une enquête pénale viendra alimenter également toute la partie responsabilité civile du chef d'entreprise et permettra de faire reconnaître beaucoup plus facilement la faute inexcusable, l'obligation, la violation de l'obligation de sécurité, etc. Donc c'est vrai que dès qu'il y a une enquête pénale, il faut être extrêmement vigilant et s'en occuper immédiatement. Alors, sur les différentes infractions sur lesquelles peut être poursuivi l'employeur, donc être poursuivi devant une juridiction pénale consécutivement à un accident du travail, eh bien, il faut que le texte soit, il faut que l'infraction soit reconnue par le code pénal. Il y a donc trois chefs de poursuite. C'est l'atteinte involontaire à l'intégrité physique ou psychique de la personne. C'est prévu par les articles 222, 19 et 220 du Code pénal et réprimé par les par les mêmes articles. Vous avez l'homicide involontaire, qui est prévu par l'article 221-6, et vous avez un troisième chef d'infraction, qui est beaucoup plus récent, c'est la mise en danger d'autrui. La mise en danger d'autrui, donc, qui est prévue par l'article 223-1 du Code pénal, c'est le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Alors vous l'avez bien compris, avec cette nouvelle disposition du Code pénal, il n'est plus nécessaire d'être confronté à un dommage pour que le chef d'entreprise soit poursuivi devant une juridiction pénale. À partir du moment où on va considérer qu'il n'a pas pris des dispositions importantes et que cette absence de disposition a exposé le salarié à des risques graves, eh bien, le parquet pourra décider de poursuivre le chef d'entreprise devant une juridiction pénale. Alors, je vais vous exposer un petit peu l'articulation de la faute, et notamment son lien de causalité avec le dommage, parce que la sanction différera sur la nature de la faute commise par l'employeur. Vous l'avez compris, la plupart du temps, les accidents du travail relèvent d'infractions non intentionnelles. Et l'article 121-3 du Code pénal envisage deux hypothèses en matière d'infractions non intentionnelles résidant dans le lien de causalité. Soit la faute du chef d'entreprise est en lien direct avec le dommage.
Donc dans cette hypothèse, seule la démonstration d'une faute simple suffit. Cette faute, elle est définie par l'article 121-3, alinéa 3 du Code pénal. C'est la faute d'imprudence, de négligence ou de manquement involontaire à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. S'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, les cas échéants, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que de pouvoir et des moyens dont il disposait. Comme Yann vous l'a rappelé précédemment, donc il pèse sur l'employeur une obligation générale de sécurité, c'est une obligation de résultat. Concrètement, les fautes d'imprudence, de négligence, on reprochera donc le chef d'entreprise pour être pénalement poursuivi et sanctionné lorsqu'il aura évalué de façon incorrecte les risques présents sur le chantier et en adaptant incorrectement les équipements de sécurité, sur une formation insuffisante sur l'utilisation d'une machine, sur une négligence sur la maintenance de machines qui serait à l'origine du sinistre. Vous l'avez compris, là, la faute d'imprudence ou de négligence, c'est lorsque le dommage est la conséquence directe du manquement. Deuxième hypothèse, c'est lorsque la faute du chef d'entreprise ne présente pas un lien direct avec le dommage. C'est prévu par l'article 121-3, alinéa 4 du Code pénal. C'est lorsque les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Quand on entend par la loi ou le règlement, généralement, ce sont les dispositions qui sont insérées dans le Code du travail et qui sont nombreuses en matière de sécurité de l'employeur. Concrètement, eh bien, c'est en employant des travailleurs temporaires, parce que qui sont soumis à un CDD, par exemple, sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de santé, conformément à l'article L1251-43, en réalisant, là c'est plus particulièrement pour le BTP, en réalisant des travaux sans plan particulier de sécurité, de protection de la sécurité, c'est ce qu'on appelle le PSSPS. C'est encore en employant des travailleurs sur un chantier de travaux publics sans mesure de protection et des chutes de personnes telles que prévues par les articles R45-34-6 du Code du travail. En fait, donc, il faut savoir que dans le Code du travail, il y a tout un panel de règles qui pèsent sur l'employeur, qui sont de nature à protéger la santé et la sécurité du salarié à partir du moment où on constatera un manquement à l'une de ces obligations, eh bien, la responsabilité du chef d'entreprise pourrait être engagée pénalement. Alors, c'est particulièrement, il faut savoir, quand vous êtes devant une juridiction correctionnelle, à partir du moment où vous n'avez pas pris les dispositions préventives, à savoir sur si vous ne justifiez pas régulièrement de formation, si vous n'avez pas et si vous ne mettez pas à jour votre déclaration unique Document unique d'évaluation des risques. D'évaluation des risques, eh bien systématiquement, votre responsabilité sera pénalement engagée. J'attire votre attention sur le fait que la faute de la victime n'est pas une cause d'exonération, à moins qu'elle soit la clause exclusive de l'accident. Il est extrêmement rare que le chef d'entreprise soit exonéré de ses responsabilités en cas d'une faute d'un salarié, parce que la faute d'un salarié, ce n'est pas une faute d'imprudence. Il faut que ça soit vraiment une faute qui soit grossière. C'est par exemple, eh bien, vous, employeur, notamment sur un chantier, vous avez formé vos collaborateurs sur les mesures de sécurité, sur le port du harnais, sur le port du casque, etc. Et puis, bien évidemment, votre document atteste toutes ces mesures préventives qui ont dû être prises. Et si effectivement il est établi que le collaborateur n'a pas porté son casque, eh bien éventuellement ça pourrait être une cause exonératoire de responsabilité pour le chef d'entreprise, mais il faut vraiment que la faute soit extrêmement grossière de la victime et qu'elle soit la cause exclusive de l'accident. Parce qu'il suffit juste qu'il y ait un manquement à l'obligation de formation de l'entreprise et on considérera que l'employeur, quoi qu'il en soit, a manqué pour partie à ses obligations et sa responsabilité sera engagée. Ça me permet du coup de compléter sur la partie civile, parce que très souvent on est interrogé par des
par des clients employeurs justement qui ne veulent pas faire de déclaration d'accident du travail parce que leur salarié n'a pas porté son casque, eh bien, c'est quand même un accident du travail. Il n'y a pas de discussion à ce sujet, sur le plan civil en tout cas, il n'y a absolument aucune discussion, même si le salarié est fautif, finalement, parce que s'il avait porté son casque, il n'aurait pas été blessé, mais c'est l'employeur quand même qui aurait dû veiller à ce que le salarié porte son casque. Alors comment est-ce qu'on va ensuite limiter la reconnaissance d'une faute inexcusable, par exemple, ou les conséquences indemnitaires devant le conseil de prud'homme? Eh bien, c'est en démontrant que, eh bien, on met en place des plans de sécurité, qu'on sanctionne les salariés qui ne respectent pas les consignes de sécurité, etc. Tout ça est extrêmement important et permet de démontrer que l'employeur a mis tout en œuvre pour éviter les accidents du travail. Mais en revanche, sur le plan strictement reconnaissance d'accident du travail, eh bien, le salarié qui est fautif, finalement, eh bien, il y aura quand même la reconnaissance d'accident du travail et il y aura quand même les conséquences tarification pour l'entreprise. Alors, les infractions, juste pour que on puisse mesurer c'est la page qui précède, Ouais. qu'on puisse mesurer donc les sanctions encourues par un chef d'entreprise lorsqu'il est pénalement reconnu d'une faute qui a généré un accident du travail. Donc, vous relèverez que les sanctions peuvent être extrêmement lourdes. Hein. La mise en danger d'autrui, donc l'infraction dont on vous a parlé précédemment, où il n'y a pas nécessairement un dommage qui en découle. Donc on est en présence inexorablement, parce qu'il n'y a pas de lien direct, en violation manifestement délibérée d'une obligation, eh bien ça peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Donc je vous laisse apprécier les sanctions qui peuvent être portées jusqu'à des peines d'emprisonnement ferme pour un homicide involontaire, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, et puis avec des amendes qui sont particulièrement lourdes. J'attire votre attention sur le fait que les peines d'emprisonnement fermes sont prononcées par des juridictions pénales. Alors la plupart du temps, il y aura un aménagement, ça sera une peine d'emprisonnement qui ne sera pas exécutée par une incarcération directe, mais qui feront l'objet donc d'un aménagement. Mais bon, vous avez après une mention sur votre casier judiciaire, donc ça a un impact qui est particulièrement préjudiciable pour le chef d'entreprise. Et une fois encore, quand elle est devant une juridiction pénale, voilà, vous n'avez pas, malgré votre bienveillance à l'égard de vos collaborateurs, malgré le fait que vous avez, de par votre investissement, contribué à faire prospérer une entreprise, si un accident du travail, la juridiction correctionnelle ne sera aucunement bienveillante à votre égard. Ce sont des audiences qui sont particulièrement difficiles pour un chef d'entreprise qui est considéré comme un délinquant et dont on va vraiment faire porter sur lui la charge de sa responsabilité. Et comme on vous l'a expliqué avec Yann, un moindre manquement à une obligation de sécurité, et notamment sur un défaut sur la mise à jour du déclat. À chaque fois, je le mot manque. Vous ne tenez pas à jour votre document, ou alors vos formations ne sont pas suffisamment dispensées de manière régulière, eh bien votre responsabilité sera retenue pour ces seuls chefs. J'attire notamment votre attention sur, parce que cette déclaration unique, il faut en permanence l'actualiser, notamment aujourd'hui euh, sur On va en parler, on va en parler. ah, on va en parler. Ah, bah, je voulais déjà en parler. Non, mais souvent on oublie parce que cette déclaration unique, Mais notamment sur. on va en parler, mais simplement je voulais d'abord préciser que les montants des amendes qui est précisé dans le tableau concernent les personnes physiques. Les personnes Si je ne physiques, bien m'abuse. sûr. Oui, Pour oui, les bien personnes, sûr. parce qu'on peut reconnaître également la On va en responsabilité parler. pénale des personnes morales, et là les amendes sont plus les mêmes. Non, bah oui, absolument. On va en parler parce qu'effectivement, vous avez, en matière l'action publique peut être engagée donc contre les chefs d'entreprise, personnellement, mais également contre la personne morale, en l'occurrence donc la société. Et il arrive aujourd'hui fréquemment, et c'est quasi systématique, que sont poursuivis donc le chef d'entreprise et la société. Donc la société va encourir une amende pénale au titre de l'infraction qui a été retenue, et puis le chef d'entreprise, lui, il va également subir une sanction pénale qu'il devra supporter personnellement, et puis également donc eh bien une peine d'emprisonnement avec sursis ou ferme
selon les cas. Et pour la personne morale, eh bien, l'amende est multipliée par 5 pour la mise en danger d'autrui. Ça fait Absolument, 75 000 euros d'encours. absolument. Merci Yann pour cette précision. Alors, l'action publique, donc, elle est engagée contre le chef d'entreprise et l'entreprise elle-même. Le chef d'entreprise, qu'est-ce qu'on entend par le chef d'entreprise? Bien, évidemment, c'est le chef d'entreprise avec lequel il est lié par le salarié, par un contrat de travail, donc par ce lien de subordination. C'est-à-dire, eh bien, ça concerne le chef d'entreprise également pour les salariés qui sont intérimaires, que pour les salariés qui sont dans le cadre de contrats de travail temporaires. Donc évidemment, ben, ça sera le gérant selon les hypothèses pour une SARL ou le président pour une SAS ou une SA. Et pour les sociétés anonymes à directoire, eh bien, ça pourrait être le DG ou un des DG en fonction des responsabilités qui lui ont été confiées. Il est bien évident que sur un chantier, par exemple, lorsqu'on est en co-traitance ou en sous-traitance, ou on a une entreprise qui va être dominante avec le chef d'entreprise, pour les petites entreprises, qui sera en permanence sur place. Et si c'est un salarié de son co-traitant ou de son sous-traitant qui est victime d'un accident de travail, eh bien celui qui est responsable, ce n'est pas le chef d'entreprise qui est présent, mais qui est l'employeur des autres salariés. Celui qui sera pénalement responsable, c'est le chef d'entreprise, le supérieur hiérarchique donc de ce salarié qui a été victime de l'accident du travail. Donc vous l'avez compris, les conséquences d'accident du travail sont lourdes, financièrement pour l'entreprise, et avec des conséquences pour le chef d'entreprise pénalement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, il faut prévenir les risques, et il existe des outils à la disposition des entreprises pour lutter au maximum contre ces accidents du travail et toutes les conséquences dramatiques qui en découlent. Alors effectivement, on voit un mouvement législatif assez important en faveur de la prévention des risques, soit avec la médecine du travail, un renforcement de la médecine du travail, en tout cas des obligations à la charge de l'employeur là-dessus, et des outils mis à disposition de l'employeur pour justement limiter les risques au sein de l'entreprise. Alors, on va tout de suite aborder le sujet que nous avons trépigné, le document unique d'évaluation des risques, qui est donc un document qui est obligatoire pour toutes les entreprises dès l'embauche du premier salarié. C'est un document effectivement qui est extrêmement important. On aurait pu faire une formation uniquement là-dessus, parce que c'est la base pour toutes les entreprises, d'avoir un document unique d'évaluation des risques qui soit donc, dans lequel on consigne l'évaluation des risques pour tous les salariés et qui doit être régulièrement mise à jour. Donc il faut correctement l'établir. Il y a des organismes qui le font très bien. Et ensuite le mettre à jour très régulièrement avec, par exemple, ce qu'on constate beaucoup chez certains clients qui ont mis en place depuis 2020 le télétravail, mais qui n'ont pas intégré ce télétravail dans leur document unique d'évaluation des risques. Pourquoi est-ce que ce document est extrêmement important? Et parce que c'est le fondement de tout. David a beaucoup parlé de l'évaluation des risques, ne serait-ce que la définition des infractions pénales. Eh bien, l'évaluation des risques, si elle est faite correctement, on va considérablement limiter justement les poursuites pour l'employeur qui démontrera qu'il a absolument tout fait pour correctement évaluer les risques et mettre en place des mesures palliatives. Dans le document unique d'évaluation des risques, on marque toujours les mesures qui sont prises pour limiter le risque qui a été identifié. Donc c'est vraiment fondamental d'avoir ce document correctement établi, correctement à jour. Par exemple, en matière de faute inexcusable, quand un salarié est saisi en reconnaissance de faute inexcusable et qu'il a un conseil qui est un tout petit peu habitué à la matière, c'est la première pièce qu'il nous demande. Si elle n'est pas faite, eh bien, on peut abandonner toute idée de gagner le dossier, à peu près, parce que on n'aura pas évalué les risques, donc forcément, on n'aura pas mis le salarié en situation d'éviter l'accident de travail, et donc forcément, eh bien, la faute inexcusable de l'employeur va découler de tout ça. Je rebondis toujours sur ce document unique d'évaluation. Il ne faut jamais oublier donc, qu'il pèse sur l'employeur
une obligation générale de sécurité, c'est une obligation de résultat. Et donc, systématiquement, les juridictions correctionnelles vont regarder ce document unique d'évaluation et apprécier si l'employeur a appréhendé suffisamment les risques. Et si le document est insuffisant, ce sera, eh bien, le tribunal correctionnel rentrera en voie de condamnation. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on est quasiment en présence, je reviens un petit peu sur le pénal, mais d'infraction d'omission, c'est-à-dire qu'on reproche à l'employeur de n'avoir pas pensé à telle mesure pour assurer la santé, la sécurité de ses collaborateurs. C'est la raison pour laquelle, et souvent dans les petites entreprises, parce qu'on vous l'a dit, Yann vous l'a dit, c'est à partir du premier salarié, ben, on oublie d'établir ce document et puis après on oublie de l'actualiser en fonction de l'évolution de l'entreprise, de ses domaines d'activité, de ces nouvelles machines dont elle va s'équiper, d'où cette précaution permanente de se soucier de cette actualisation. D'ailleurs, c'est une des cases dans le document d'évaluation des risques, c'est la date de mise à jour. Donc, il faut toujours, Ouais. c'est l'inspection du travail, ils vont venir voir, ils vont regarder dernière mise à jour qui a été faite de ce document. Ensuite, eh bien, l'idée aujourd'hui, c'est après avoir évalué les risques, c'est de former son personnel à la sécurité et d'évoluer vers une culture de la prévention. De ne pas toujours être en réaction. On entend assez souvent des employeurs dire que de toute façon, qu'il y ait un accident ou pas, ça ne va pas changer grand-chose parce qu'ils se feront condamner, qu'ils aient essayé ou pas de former leur personnel, d'avoir une prévention, c'est faux. Je le démontrerai sans difficulté. Il faut vraiment limiter les risques, essayer d'inculquer dans son entreprise une véritable culture de la prévention. Ça passe eh bien, par un audit de sécurité nécessairement qui permettra d'évaluer les risques, le cas échéant de compléter le document unique et de sensibiliser les entreprises et les salariés à la notion de sécurité. Veiller à ce que tous les salariés aient des formations de base à la sécurité. Ça peut être déjà, ça va mieux en le disant, vérifier que tous les salariés qui doivent être titulaires d'agréments spécifiques, les agréments est à jour. Les permis, par exemple, on pense au CACES, Ouais. notamment. En matière dans le domaine de l'électricité, les électriciens, Ah oui, il y oui, a des agréments, les habilitations électriques, les habilitations. exactement. Ouais. Très très important de veiller à ce que tout le monde ait bien ces formations. Et ce qu'aiment beaucoup les juridictions, c'est ce qu'on appelle les flash sécurité. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, 15 minutes, on prend tous les salariés avant de la prise de poste et on rappelle les règles de sécurité dans l'entreprise. La signalétique, effectivement, enfin, on ne peut pas être exhaustif, c'est absolument impossible, mais quand on met tout ça en place, eh bien, les juridictions l'apprécient très favorablement, démontrant qu'il y a une véritable culture de la prévention au sein de l'entreprise, et donc, en matière pénale, vont avoir beaucoup plus de difficultés, ou de réticence en tout cas, à entrer en voie de condamnation, parce qu'on va se dire, inutile de sanctionner quelqu'un qui a déjà fait Absolument. tout ça, et pareil en matière de faute inexcusable. On pourrait même aller plus loin, parce que je présenterai par la suite, on pourrait même obtenir des réductions du taux de cotisation lorsque l'on met en place toutes ces mesures. Un sujet qui est un petit peu différent, c'est de l'assurance en cas d'accident de travail, parce qu'on n'est plus vraiment dans une culture de la prévention, mais malgré tout, ça permet de mesurer aussi les conséquences financières. Si on paye une assurance assez chère, eh bien, on se rend compte que ça peut avoir des conséquences directes. On peut s'assurer des conséquences financières d'un accident du travail, sauf sur la partie tarification. La partie tarification, c'est une taux de cotisation et aucun assureur qui voudra assurer une augmentation du taux. En revanche, vous pouvez parfaitement vous assurer des conséquences de la faute inexcusable. Ça, on le voit très fréquemment. Bon, il y a des franchises en général qui peuvent être assez élevées, mais on peut parfaitement le faire. Et dernier point, qui est aussi un petit peu qui n'est pas forcément dans ce cadre-là, qui s'en rapproche, c'est la mise en place d'un contrat de prévoyance. Alors pourquoi est-ce qu'on je l'ai intégré dans l'assurance? Mais parce que les conventions collectives, la plupart du temps, imposent à l'employeur un contrat de prévoyance en cas d'accident de travail pour permettre le maintien de salaire du salarié pendant son arrêt. J'ai pu voir des entreprises qui n'avaient pas adhéré à un contrat de prévoyance. Dans ce cas-là, c'est l'employeur qui paye sur ses propres fonds. Et ça peut donc avoir des conséquences extrêmement importantes. Imagine une hospitalisation avec divers examens, ça coûte extrêmement cher. Si c'est l'employeur qui paye, il vaut mieux mettre en place une prévoyance solide qui permettra aux salariés de bénéficier d'un maintien de salaire. Et puis effectivement, ça permet aussi de bien prendre conscience du coût financier de l'accident.
Dernier point, en ce qui me concerne, mais j'ai déjà très rapidement abordé cette question, eh bien, c'est de faire le lien avec les organismes publics. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez mettre en place dans votre entreprise un document unique d'évaluation des risques, une véritable culture de la prévention, autant associée à toutes ces évaluations et les organismes qui sont intéressés, à savoir le premier, le médecin du travail, qui sera ravi de se déplacer au sein de l'entreprise pour vérifier que tout a été fait correctement, éventuellement on peut même lui demander conseil sur certains points. Alors là, je pense plutôt à ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, avec des chaises ergonomiques, mais ça ne concerne pas tout à fait les accidents de travail. Il va pouvoir relever aussi certains risques. Et le médecin du travail, lorsqu'il verra que l'employeur fait beaucoup d'efforts, sera aussi beaucoup plus conciliant sur beaucoup d'autres sujets. C'est toujours intéressant d'avoir un médecin du travail plus conciliant euh, à disposition. On a également la CARSAT. La CARSAT, c'est l'organisme qui ne s'occupe pas que des retraites, mais qui s'occupe également du taux de cotisation accident du travail maladie professionnelle en fonction, c'est la CARSAT qui calcule le taux de cotisation en fonction des éléments transmis par la CPM. La CARSAT peut parfaitement venir faire un audit de votre entreprise sur le plan sécuritaire et donner des préconisations. Si vous répondez favorablement à ces préconisations, vous pouvez avoir un abaissement du taux de cotisation. Donc véritablement avoir des économies. Donc finalement, sur cet exemple, on peut constater que un investissement dans la prévention peut engendrer des économies immédiates, finalement, et n'avoir un coût que résiduel. C'est toujours vraiment extrêmement important de pouvoir le faire, et en plus, l'organisme sera également plus conciliant sur d'autres sujets, ce qui est toujours très intéressant, donc d'associer tous les organismes publics, j'en ai cité que deux, mais on peut aussi penser à la CPM hein, dans le sujet, qui sera toujours favorable euh, pour venir au sein de l'entreprise constater tous les efforts qui ont été mis en place, notamment en matière donc, de prévention, de culture de la prévention au sein de la société pour limiter les accidents de travail, parce que c'est véritablement l'enjeu aujourd'hui, c'est d'éviter les accidents du travail. Alors, dernier point sur les moyens de prévention. Alors, c'est la délégation de pouvoir. La délégation de pouvoir, c'est vous transférer à un salarié la responsabilité pénale si d'aventure il y avait un accident du travail. C'est-à-dire que ce n'est plus l'employeur qui est pénalement poursuivi, mais c'est le salarié qui a bénéficié de cette délégation de pouvoir. Alors vous me direz, cette délégation de pouvoir, on aurait pu l'aborder précédemment dans le cadre des enjeux pénaux, parce que c'est un moyen pour l'employeur de s'exonérer de sa responsabilité. Alors certes, même si l'employeur nonobstant l'existence d'une délégation de pouvoir, peut également être pénalement poursuivi dans le cadre s'il a participé à l'infraction ou s'il a commis une faute qui soit distincte de celle du délégataire. Mais la délégation de pouvoir, on doit plus l'appréhender dans le cadre des moyens de prévention. Parce que quelque part, on va confier à un membre de la société, on va on va responsabiliser un salarié de l'entreprise pour mettre en place les mesures de sécurité au sein de l'entreprise. La délégation de pouvoir est soumise à des conditions de validité, étant précisé qu'elle peut être verbale ou écrite, mais il est fortement recommandé qu'elle soit écrite parce que tout est une question de preuve et lorsqu'elle est orale, mais il est très difficile de rapporter la preuve de son existence. Elle peut également figurer dans un contrat de travail, mais il est conseillé fortement d'en faire un document spécifique et qu'elle soit relativement précise. Alors, la délégation de pouvoir, il faut savoir que quand il y a un accident du travail qui a généré des conséquences pour le salarié et que cet accident de travail va donc entraîner des poursuites pénales, il faut savoir que ces délégations de pouvoir sont scrutées minutieusement par le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction, ou alors par le procureur de la République pour apprécier si ces délégations de pouvoir sont valides. Parce qu'il faut savoir que la jurisprudence a effectivement dégagé le principe de compétence, autorité, moyen. C'est-à-dire que déjà, une délégation de pouvoir sera valide si elle est établie dans une entreprise
d'une taille relativement importante. C'est-à-dire que si on constate que l'employeur pouvait tout gérer, parce qu'on est en présence d'une petite entreprise et qu'il y avait les moyens de tout vérifier, eh bien, on va considérer que cette délégation de paiement était superflue, je ne sais pas si c'est le mot, mais n'était pas nécessaire pour exonérer l'employeur de sa responsabilité. On va également apprécier le critère de compétence, c'est-à-dire qu'on doit examiner eh bien, si le collaborateur, qui sera généralement un cadre, eh bien, avait les compétences nécessaires pour qu'on puisse lui confier la responsabilité d'assurer la santé et la sécurité des collaborateurs dans l'entreprise. Moi, j'ai été confronté à une situation où j'ai eu un dossier où l'employeur avait confié une délégation de pouvoir à un jeune collaborateur qui avait 21 ans, qui était pas vraiment diplômé et qui, du surcroît, avait moins d'un an dans l'entreprise. Eh bien, cette délégation de pouvoir n'a pas été retenue par les juridictions pénales et il n'a même pas été, le délégataire n'a même pas été poursuivi dans la juridiction correctionnelle, c'est directement le chef d'entreprise qui a été poursuivi parce qu'on considérait que le délégataire n'avait pas la compétence suffisante. Il faut avoir l'autorité. L'autorité, c'est-à-dire, eh bien, il faut bien s'assurer eh bien, que le délégataire dispose, qu'on lui a confié les moyens pour mettre en place la politique d'hygiène et de sécurité au sein de l'entreprise. Et donc, il doit disposer d'une autorité suffisante pour assurer le respect des mesures prises en la matière, et notamment qu'il dispose du pouvoir disciplinaire. Il faut également qu'il ait les moyens financiers. Parce que si il faut mettre en œuvre les mesures nécessaires au bon respect des règles d'hygiène et de sécurité, si on ne donne pas les moyens financiers, eh bien le délégataire ne pourra pas prendre les mesures suffisantes. Et quelque part, eh bien, c'est une délégation de pouvoir qui est bafouée. Donc, j'attire vraiment votre attention sur le fait qu'une délégation de pouvoir en elle-même n'est pas suffisante pour exonérer l'employeur de responsabilité. Il faut vraiment confier au délégataire les moyens de pouvoir assurer sa mission parce qu'on est dans le cadre d'une mesure de prévention, à savoir, quelque part, on va chez l'entreprise est accaparé par beaucoup de tâches au sein de l'entreprise et donc qui va confier la responsabilité de la santé et de la sécurité à un de ses collaborateurs qui est habilité pour pouvoir le faire parce qu'il a l'expérience, la compétence et qu'on va lui donner les moyens de pouvoir le faire. Et c'est à partir de là eh bien, qu'effectivement on va se prémunir contre les accidents de travail en déléguant cette fonction à quelqu'un qui va s'atteler à cette tâche. Et qu'en plus, à travers cette délégation de pouvoir, eh bien, l'entreprise, à partir du moment où elle a été réalisée en respectant toutes ces conditions que je vous ai exposées, eh bien, elle exonérera le chef d'entreprise de son éventuelle responsabilité pénale. Mais une fois de plus, la délégation de pouvoir, quand elle est bien mise en place et quand elle est suivie des faits, eh bien, a un effet très profitable pour l'entreprise. Alors, quelques règles que je rappelle sur la délégation de pouvoir. La collodélégation est interdite, hein, c'est-à-dire que le cumul de délégations portant sur les mêmes tâches n'est pas possible. Et alors, la délégation de pouvoir, juste quelques petits mots, est-ce qu'elle a une contrepartie pécuniaire? Ce n'est pas une obligation pour le chef d'entreprise, mais également elle s'accompagne souvent, parce que c'est quand même des responsabilités lourdes qui vont peser sur le délégataire et notamment donc un risque pénal. Donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, souvent, eh bien, c'est compensé par une augmentation de salaire ou par l'allocation d'une prime. Voilà, rappeler brièvement donc toutes les règles qui accompagnent donc ce sujet extrêmement important qui est la responsabilité civile et pénale du chef d'entreprise en cas d'accident du travail. On rappelle que la prévention doit être une véritable culture dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il est important, il faut que cette formation elle ait une finalité et elle aura été réussie que si elle vous permet de vous sensibiliser aux problèmes, de problématiques de santé dans l'entreprise. Alors nous savons que tous les chefs d'entreprise sont sensibilisés par cette question, mais souvent on ne mesure pas toutes les conséquences financières qui découlent d'un accident du travail et non seulement du drame que ça peut générer sur la personne qui est victime
de l'accident du travail. Donc ne pas hésiter à investir financièrement parce que cet investissement que vous allez entreprendre, eh bien, générera des économies par la suite, et ça, c'est incontestablement. Et on le voit concrètement avec nos clients, quand il y a des mesures préventives et quand il y a vraiment cette culture de prévention qui a été installée au sein de l'entreprise, eh bien, on voit bien que ça diminue fortement les accidents du travail et que derrière, eh bien, il y a moins de comparutions devant les juridictions pénales et puis il y a moins donc toutes ces conséquences financières qui découlent d'un accident du travail que vous a exposé très clairement Yann. Oui, tout à fait, je confirme qu'effectivement, sur la partie tarification, par exemple, on a des clients qui ont des taux de totalisation qui sont inférieurs à 1%, ce qui fait qu'il n'y a quasiment pas d'accident de travail, bénin tous les 3 4 ans, ce qui fait qu'ils ont un taux vraiment extrêmement bas, ils arrivent au taux plancher, et ce qui permet d'économiser des centaines de milliers d'euros par an, finalement. Donc l'enjeu est considérable, et l'investissement, je confirme que l'investissement dans la prévention permet en général sans aucune difficulté d'engendrer des économies bien plus importantes que le montant de l'investissement. Et c'est un enjeu, je le rappelle, on termine la boucle, hein. J'avais commencé par l'exposer par l'enjeu social, que c'est une préoccupation majeure de la société. On veut lutter contre les accidents du travail parce que c'est générateur de coûts pour l'entreprise, pour la société. Et donc les juridictions seront implacables sur la sanction à l'égard d'un employeur parce qu'on doit lutter contre ce fléau. Et je dis que c'est un sujet qui est plus que jamais d'actualité parce que la réforme sur la retraite en est faite largement l'écho. Et ben ça va revenir sur la table encore parce qu'on va aborder donc ce bien-être de la santé au travail. Voilà, je vous remercie Yann, merci beaucoup pour votre intervention et puis à tous, nous vous souhaitons une bonne journée, à très bientôt et je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce webinar sur notre site internet Cinétique ou sur notre chaîne YouTube. Voilà, merci, à très Merci, bientôt. merci beaucoup, messieurs.